je commence par faire remarquer que la notion de distribution, vous connaissez probablement, est mal adaptée à des problèmes non linéaires. Par exemple, ça n'a aucun sens de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire moins delta U plus U à la puissance 5 égale delta. Ça, c'est une horreur. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les distributions, on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est qu'une distribution à la puissance 5. Dans certains cas, on peut, mais quand on écrit une équation, on se place dans un cadre où l'équation a un sens. Et l'équation, a priori, peut-être qu'on peut lui donner un sens précis, mais dans les distributions, ça n'a pas de sens. Donc, il faut trouver une algèbre dans laquelle on puisse plonger les distributions. Pour pouvoir dire que delta, on le plonge dans cette algèbre, et voilà. Il y a un théorème de Schwartz qui dit qu'on ne peut pas plonger les distributions dans une algèbre de manière différentielle, parce que si T est une distribution, le I de T', soit le I de T', c'est-à-dire la dérivée dans l'algèbre de I de T, et que si jamais les deux distributions sont en fait des fonctions continues, le I de f de g soit égal à I de f, I de g. Eh bien, ça, c'est impossible. Si fg continue. Il y a une démonstration dont je ne me souviens pas, qui n'est pas très dure. On ne peut pas. Par contre, Colombo a démontré que on peut créer une algèbre G dans laquelle on peut plonger les distributions de manière à ce que le I de T' soit le I de T dérivé, enfin, selon les dérivés, et de fg, de f fois g soit égal à I de f, I de g. Si f et g sont C infini. Alors, très en gros, comment est-ce qu'on fait? On commence par choisir, je vais le faire en une dimension, tout l'exposer comme ça, vous n'allez pas être trop perdu dans les notations. Si je choisis une fonction θ dont le Fourier, c'est ça, une fonction chapeau, c'est-à-dire une fonction dont toutes les dérivées au voisinage de 0 sont nulles et qui vaut 1 dans un voisinage de 0. Cette fonction θ a tous ces moments nuls. Je prends une fonction t, une distribution t qui est à support compact, je la convole avec θ indice epsilon et j'obtiens une famille de fonctions. Je vais dire maintenant pourquoi cette famille de fonctions représente un objet intéressant. Alors, je vais vous donner la définition la plus simple des fonctions généralisées de Colombo, en se souvenant que c'est par ce procédé de convolution qu'on plonge les distributions. Et on s'amène à une notion tout à fait générale, qui est l'extension de Colombo d'un espace vectoriel topologique qui est topologisé par une famille de semi-normes. Par exemple, les fonctions continues sur R sont topologisées par la famille des sup dans des boules qui croissent de plus en plus. Donc, j'ai E
muni d'une famille de semi-normes. Semi-normes, c'est comme les normes, sauf que quand c'est 0, ce n'est pas nécessairement nul. Et j'appelle E indice n de E, c'est les familles F indice epsilon. Epsilon est un paramètre dans 0, 1. E, c'est l'ensemble des... Le F est un élément de E, et le F indice epsilon, et c'est une famille paramétrée. Quelle que soit la semi-norme de la famille que j'ai pris, il existe un AI réel tel que mui de F epsilon et O d'epsilon puissance AI. Le AI peut être négatif. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les semi-normes ne peuvent pas croître plus vite qu'une puissance de 1 sur epsilon. Ça, c'est le pire des cas. C'est-à-dire que ça ne doit pas aller trop vite vers l'infini. Et on appelle négligeable de E, c'est la même chose, les familles telles que, au lieu de ça, c'est pour tout A, mu I de F epsilon est un O d'epsilon puissance 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est des familles dont toutes les semi-normes décroissent vers 0 plus vite que toutes les puissances d'epsilon. C'est quelque chose qui a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas en fait. C'est-à-dire, déjà, quand vous écrivez le développement de Taylor d'une fonction C infinie en 0, vous avez quelque chose que ça ne peut pas aller trop vite. Et si jamais tout le développement de Taylor d'une fonction en 0, c'est 0, vous avez une fonction qui est plate en 0. C'est la même idée. Ça, c'est en gros les choses qui dépendent d'epsilon de manière plate, et ça, c'est les choses qui ne croissent pas trop vite. Par exemple, pour comprendre ce que c'est quelque chose qui n'est pas là-dedans, on va prendre E à la puissance 1 sur epsilon, et E étant les réels. Ça tend trop vite vers l'infini. Quelque chose qui est là, c'est précisément ça, c'est quelque chose qui est négligeable. Et le quotient des modérés par les négligeables s'appelle l'extension de Colombo de E. Alors, si on prend comme E l'espace des fonctions C infinies, je me contente de R pour le moment, nous avons ce qu'on appelle les fonctions généralisées sur R ou sur oméga, un ouvert de Rn ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, les fonctions généralisées, c'est l'extension de Colombo dans ce sens-là de l'objet de base qui serait C infini. Et comment est-ce qu'on fait le plongement? Je vais dire donc G de oméga, c'est en fait G de C infini d'oméga. Et comment est-ce qu'on fait le plongement? Quand je prends une distribution, je la convole avec le θ indice epsilon. C'est quoi le θ indice epsilon? C'est la fonction
1 sur epsilon puissance la dimension, θ de point sur epsilon. Ça, c'est l'instrument avec lequel je vais faire toutes mes injections. Je fais la convolution. C'est facile de vérifier que toutes les semi-normes de ce machin ne croissent pas trop vite vers l'infini, donc c'est quelque chose de modéré. Et voilà. Et c'est facile aussi de démontrer que c'est une application injectée. Quant aux fonctions C infinies, c'est un exercice de seconde année de licence, de démontrer que si je prends une fonction phi, que je suppose pour simplifier à support compact, je la convole avec θ indice epsilon de x, je lui enlève phi, et c'est facile de démontrer que ce machin tend vers 0 plus vite que toutes les puissances d'epsilon. Donc c'est négligeable. Et ça, c'est ce qui permet de démontrer que le produit, l'image du produit de fonction C infinie, c'est le produit des images. Maintenant, on va mettre notre topologie dans ça. Je vais mettre une topologie dans le cas le plus général. Est-ce que tout le monde se souvient quels sont les semi-normes qu'on utilise dans C infini? Je vous rappelle, c'est, j'appelle mu Kn, où K est un compact, une partie compacte de Rn, ou de R ou de oméga, c'est sub delta alpha de F, K de F, sur, de la valeur absolue de ça, quand x est dans K, et quand la longueur de l'indice de dérivation est plus petite que N. Voilà. Alors ça me fait une famille de semi-normes, et je fais l'extension avec ce procédé, les choses qui croissent de manière modérée, quotientées par les autres. Mais alors, quand on regarde cette définition, la topologie saute aux yeux. Quelle est la topologie? Je vais appeler valuation indice I de la famille F epsilon, c'est le sup des AI qui vérifie ça. D'accord. C'est la même chose que quand on parle de la valuation d'un polynôme en 0. C'est la même idée. C'est le sup des réels tel que le mu I de F epsilon soit O d'epsilon puissance AI. Et je vais poser ultranorme de F epsilon, l'exponentielle de ma indice I de moins VI de F epsilon. Et avec ça, on obtient une topologie de type ultramétrique. Comme nous avons une topologie en réalité de type ultramétrique, quand nous faisons les développements limités en 0 de la fonction. En réalité, on dit qu'on s'approche d'une fonction par son développement limité. En réalité, on s'y approche au sens ultramétrique, pas au sens traditionnel. Et on s'approche dans ce sens-là. Or, pour les questions de connectivité, la topologie ultramétrique est la pire qu'on puisse imaginer.
Parce que les topologies ultramétriques, les seules composantes connexes, c'est les points. Pourquoi? Parce que tout ouvert est à la fois ouvert et fermé. C'est un exercice qui n'est pas très difficile, il n'y a pas une grande idée, c'est un peu chiant, donc je ne vous l'infligerai pas. Mais par contre, il y a une chose, il y a une connectivité qu'on peut récupérer, c'est qu'un espace, un espace topologique avec une série de semi-normes a une notion qui est tout à fait agréable, qui est non pas la connexion au sens topologique, mais la connectivité par arc. Et c'est la notion de connectivité par arc qui va passer à la construction de généralisation de Colombo, c'est-à-dire au fait de regarder les familles en question. Et quel est l'intérêt de cette connectivité par arc? C'est qu'au niveau de l'analyse, il y a des propriétés très importantes de la connectivité par arc qui ne sont pas strictement topologiques, mais qui sont connectives. Par exemple, le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires est un théorème profondément connectif et pas topologique en réalité. Il est topologique via les aspects connectifs de la topologie. Or, dans les fonctions généralisées, nous allons avoir quelque chose de ce genre. Je dis quelle va être maintenant la structure. Qu'est-ce que ça veut dire connexe par arc? Si j'ai deux objets là-dedans, donc j'ai un objet que je vais appeler F epsilon, la classe d'équivalence, et G epsilon, une autre classe d'équivalence. Je dirais que ces deux-là sont connectés par arc si il existe une famille d'applications continues, s'il existe une représentation de ça que j'appelle F epsilon, une représentation de ça que j'appelle G epsilon, c'est une famille de F et de G, avec une famille gamma epsilon d'applications continues qui permettent de 0,1, d'applications continues de 0,1 dans cet espace, tel que l'image en 0 soit le premier et l'image en 1 soit le dernier. Et en plus, ce qu'on veut, c'est que ces familles gamma epsilon constituent elles-mêmes une famille modérée. C'est-à-dire que c'est des arcs qui ne doivent pas devenir de plus en plus compliqués, de plus en plus lents, tout doit être modéré. La longueur, tout ça, ça doit se passer de manière contrôlable avec le paramètre. Ceci veut dire que si je veux faire ça en numérique, je ne dois pas me trouver avec des choses qui vont prendre un temps infiniment lent pour mon ordinateur. Le modéré est indispensable. Bon, donc, je peux avoir cette notion, et cette notion est particulièrement intéressante pour toute une série de questions en analyse. En fait, il y a des choses qui se font en analyse qui sont de l'ordre de ce qu'on fait avec les valeurs intermédiaires, qui sont des questions connectives, qu'on a un mal fou à se dire si on pourrait les faire avec une topologie ultramétrique. Mais par contre, ces choses-là, si on se libère de l'aspect strictement topologique, qui est dans ce cas très désagréable, qui est l'ultramétrique, et on se pose du point de vue connectif, ça devient tout d'un coup envisageable. Par exemple, quand vous avez une sursolution d'une équation
différentielle et une sous-solution et vous dites que j'ai des chances de trouver quelque chose qui est entre les deux, c'est encore une histoire de connectivité. Qu'est-ce que tu appelles sur-solution d'une équation différentielle? En ça, par exemple, tu prends. C'est un U tel que ça soit moins delta égale à 0. C'est un U tel que ça soit toujours plus grand que 0. Sous-solution, c'est que ce soit plus petit que 0. Et en gros, dans toute série de situations, on a des raisonnements pour dire qu'il y a quelque chose entre les deux, que les deux se collent. C'est-à-dire une propriété de connectivité entre les deux. Or, cette notion de propriété de connectivité entre les deux, qui permet d'avoir des chances de résoudre la question, avec une topologie ultramétrique, ça n'a pas de sens. Mais si on se rappelle qu'à côté de la topologie ultramétrique, nous avons la connectivité par arc, ça donne tous les espoirs de pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que je pense que, bon, c'est récemment que j'ai pensé à ça, je pense que quand on fait les fonctions généralisées, c'est intéressant de penser avec deux instruments dans la tête. La topologie, pour dire quand est-ce qu'une fonction généralisée est proche d'une autre, et la connectivité pour pouvoir résoudre des questions qui sont une sorte de généralisation des questions du théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, je dois dire aussi une chose, que les fonctions généralisées sont des fonctions continues, parce que ce petit jeu, je peux le faire sur R. Le E, ça peut être Rn, dans lequel se trouve l'ouvert oméga dans lequel je fais mon analyse. Le E, ça peut être les complexes, dans lequel je travaille. Et le généralisé, ce sera ce qu'on appelle les points généralisés. Qu'est-ce que c'est que les points généralisés? C'est une famille paramétrée de points qui se balade un peu n'importe où. Et c'est possible de déplacer l'autre écran. Quoi? L'autre écran. Oui, oui. Je vais utiliser là. Non. J'appelle point généralisé à support compact d'un ouvert une famille de points qui ne sort pas d'un compact. Et je dis que deux telles familles sont équivalentes si leur distance tend vers 0 plus vite que toutes les puissances epsilon. Et une fonction généralisée, c'est-à-dire une classe d'équivalence de f epsilon, réalise une application continue de ça dans le généralisé de R ou de C, selon le choix de corps de base dans lequel je me trouve, soit les complexes. On peut dire aussi qu'est-ce que c'est que la généralisation de C. La généralisation de C, c'est les familles paramétrées d'éléments de C qui ne tendent pas vers 0 trop vite, conscientées par celles qui tendent vers 0. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre le cas de R, j'ai une relation d'ordre, mais qui n'est pas totale. Je peux dire qu'une famille x epsilon est plus petite ou égale d'une famille y epsilon si il existe un représentant tel que, à partir d'un epsilon suffisamment petit, tous les x epsilon sont plus petits que tous les y epsilon. Et si je prends un c epsilon qui est entre le x epsilon et le y epsilon, d'accord?
Et si j'ai une fonction généralisée telle que le f de t epsilon soit le x epsilon, et le f de s epsilon soit le y epsilon, alors il existe un z epsilon, une classe d'équivalence, tel que le f de z epsilon soit exactement celui-là. C'est ce que je dis, le théorème des valeurs intermédiaires. Mais comme les fonctions généralisées se dérivent, j'ai que c'est la même chose qui vaut pour toutes les dérivées. En fait, une fonction généralisée, vue du point de vue d'application des points généralisés sur des points généralisés, elle est non seulement C infini, c'est-à-dire continue pour sa topologie, mais elle est connectivement C infini. Ce qui est intéressant parce que ça nous ouvre une voie de réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire des applications dont les dérivées sont connectives? Est-ce que c'est une information qui est intéressante? Je pense qu'elle l'est. Voilà, donc on peut dire que ça nous établit une façon de bien saisir les choses et de bien avoir des idées pour ne pas être bloqué par l'espèce de désagrément qu'une topologie ultramétrique nous pose en général. Je pense que là, j'ai dit ce que je voulais dire, vous pouvez me poser des questions. Oui. Bon. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Quand tu parles de connexité par arc, en fait, tu définis les arcs directement, mais ce ne sont pas des applications continues, ces arcs, en fait. Plus. Les arcs sont continus pour chaque epsilon. Pour chaque epsilon, oui, l'arc est continu. Oui. Au fond, les arcs, les applications par arc sont continues, mais ça ne suffit pas. Je veux qu'elles soient continues de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elles proviennent d'une famille de fonctions continues. Parce que sinon, je peux avoir des ennuis dus à la topologie qui me dit que quelque chose est continu tout en n'étant pas connexe. Ben oui. Donc, tu vois, donc ça ne va pas. La continuité seule ne suffit pas. Il faut que ce soit quelque chose qui provient d'une continuité étape par étape, epsilon par epsilon, et que, en même temps, ces applications continues, la famille ne soit pas, ne s'en aille pas vers l'infini trop vite. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce n'est pas à strictement parler de la connexité par arc au sens classique. Non. Que tu considères. C'est une connexité, c'est, disons, connexité généralisée par arc. Oui, voilà. D'accord. C'est une connexité généralisée par arc, c'est-à-dire c'est mettre une famille, une application provenant d'une famille d'applications de 0 à 1 dans les deux objets, la classe d'équivalence du premier et la classe d'équivalence du second, et en même temps que cette famille, en tant que famille de fonctions, soit la classe d'équivalence de cette famille en tant que famille de fonctions, soit une famille de fonctions modérée. La modération est absolument centrale dans cette théorie. Parce que si, par exemple, on a une famille qui fait ça entre les deux points, d'accord, mais supposez que tout d'un coup, au lieu d'être comme ça devient de plus en plus comme ça va vers l'infini trop vite, etc., nous perdons le contrôle et nous ne sommes plus dans le cadre de ces objets. Voilà. J'ai une deuxième question, c'est dans ce que tu dis à la fin, là,
tu peux prendre une fonction au sens classique du terme Oui, qui soit discontinue, oui, gentiment discontinue. oui. Une telle fonction, si tu la considères comme donnant lieu à une fonction généralisée, va vérifier les valeurs intermédiaires. C'est ça Non. C'est pas ça. Parce que si tu prends une fonction continue Oui, 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 oui. et que tu la Si, vérifies, si. Au sens de fonction généralisée, oui. au sens des fonctions généralisées. Oui. Au sens classique, bien entendu, elle ne vérifie pas le théorème des valeurs intermédiaires. Non. Mais si tu la considères comme une fonction généralisée, Voilà. avec les points supplémentaires que tu ajoutes, Qui apparaissent comme ça. qui apparaissent au départ et à l'arrivée, c'est ça. tu obtiens quelque chose qui, d'une certaine façon, vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, je vais te donner un exemple très simple, la fonction d'Heaviside. La fonction d'Heaviside, c'est comme ça. C'est en fait la classe d'équivalence d'une famille de fonctions telles que ça devient de plus en plus court. Oui. Donc, si je me place ici, j'ai une famille de points qui s'approche de 0. Et cette famille est un point généralisé qui réalise ce que tu veux. Mais ce n'est pas un vrai point. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette espèce de théorème de valeur intermédiaire vaut pour les points généralisés, mais pas pour les points. C'est un peu la même idée que l'analyse non standard, en fait. C'est, oui, d'une certaine manière, oui, mais c'est en deçà de l'analyse non standard. Si tu veux, l'analyse non standard, on va trop loin. Vu qu'en analyse non standard, on n'a pas de limite avec la vitesse de croissance qu'on veut, on n'a rien, on n'a aucune limite. Ça, on se restreint à des choses contre lesquelles on peut courir raisonnablement. Et je pense que c'est marrant parce que Colombo, finalement, on l'a exilé des maths formelles, parce que ceux qui avaient dit qu'il avait raconté des conneries, c'était des grands personnages comme Boni, etc. Il ne voulait pas que les avoir entre leurs jambes. Il ne voulait pas l'avoir entre leurs jambes pour leur dire que vous avez dit des conneries. Dans leurs pattes, plutôt. Voilà. Et ils l'ont mis à Lyon, mais en maths appliquées. Et en gros, ça donnait, ça faisait des études pour justifier des schémas numériques où le epsilon était en fait le degré d'approximation et on ne voulait pas que les calculs deviennent exponentiellement en mesure. Donc la modération était une restriction tout à fait raisonnable pour des gens qui travaillent avec des schémas numérique, et la modération n'a pas de sens dans l'analyse non standard pure. Elle est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Je veux savoir si les fonctions généralisées en valeur opérationnelle pour résoudre les fameuses équations qu'on ne peut pas formuler avec la théorie des distributions. Oui, mais le seul ennui, c'est que les réponses qu'elles donnent sont elles-mêmes des fonctions généralisées. Or, si on a quelqu'un qui s'accroche à ces préjugés, il va dire oui, mais c'est une solution qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, les solutions sont des fonctions généralisées. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut justifier on peut justifier par les fonctions généralisées certaines choses qui se font ad hoc. Par exemple, il y a une notion, ça c'est un papier que je n'ai pas bien compris d'un collègue, qui n'est pas très difficile du point de vue technique, mais comme je ne connais pas la notion de solution à valeur mesure, je n'ai pas bien compris. Or, il y a une notion de solution mesure
de certaines équations non linéaires, et il s'avère que la solution mesure, en fait, peut être représentée par une fonction généralisée et être résolue simplement par des moyens, du point de vue conceptuel, des fonctions généralisées. Donc, c'est quelque chose qui permet d'unifier des pratiques qui se font, mais avec des raisonnements ad hoc dans chaque cas. Voilà. Sauf que les distributions, le groupement des distributions dans les fonctions généralisées n'est pas forcément canonique. Oui, il y a une chose. Test. Parce que ça dépend, comme j'ai dit, ça dépend de la fonction chapeau que je choisis. Et dans certains cas, quand on se raccroche à une interprétation plus canonique de la solution, comme j'ai dit dans le cas des solutions à valeur mesure, dans ce cas, on ne dépend plus du choix du plongement, parce qu'on a trouvé une interprétation autre. Mais quand on est tout à fait dans des cas où on ne sait pas très bien comment se raccrocher, on a des problèmes d'interprétation. Et il y a un papier sur lequel a travaillé Anatole de Charpentier. Oui, Eric Charpentier. Donc, dans théorie computation et multiplication et distribution, donc on a des intégrales qui divergent. Et lorsqu'on essaie de calculer, si on change de fonction de test, on n'obtient pas les mêmes valeurs. Voilà. Alors, bon, on va devoir s'arrêter là pour ces questions sur les fonctions de Colombo. Je précise, Colombo, c'est pas comme l'inspecteur Colombo, c'est EAU hein, à la fin. Voilà. Et, à la française. Et on va tout de suite passer à l'exposé suivant de Philippe Thieu.